Au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir monsieur et bonne émission. Merci, c'est cela, Sarah Cissé, vous l'avez dit. Mohamed Moustapha Diagne, donc, qui est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir monsieur Diagne. Mais bonsoir Barthélémy. Alors aujourd'hui, début de l'examen du bac général. Les épreuves donc ont débuté ce jeudi sur l'ensemble du territoire. Certainement vous avez des informations sur le déroulement de l'examen un peu partout. C'est ça. Globalement, est-ce que l'examen s'est bien passé pour cette première journée? Oui, alhamdoulilah, l'examen s'est très bien passé. Évidemment, dans certaines zones du pays, il a plu, mais ça ne nous a pas empêché donc, de tenir correctement les épreuves. Cette année-ci, 157 318 candidats ont été convoqués et donc répartis sur 450 centres et 485 jurys. Maintenant, Dieu merci, nous avons un pourcentage de présence qui oscille entre 95 et 98%. Ça veut dire que donc, les absences sont vraiment très minimes. Très minime. Alors l'examen se déroule dans un contexte un peu particulier. La psychose s'est même généralisée à cause de la pandémie de Covid-19. Sur ce plan, quelles sont les dispositions que vous avez prises sur le terrain au niveau des centres d'examen? Absolument les mêmes dispositions. D'abord, il faut bien choisir les centres, puisque nous sommes en période d'hivernage. Donc les centres qui ont été choisis sont des centres installés dans des zones non inondables. Ensuite, il y a la présence évidemment du virus qui vraisemblablement est devenu plus virulent cette année-ci. Avec le variant Delta. Mais absolument. Mais ce qu'il faut dire, nous avons conservé les mesures barrières et même accentuées. Il y a la distanciation physique qui est possible puisque les candidats s'assient un par table. Ensuite, il y a le port de masque qui est obligatoire, le lavage systématique des mains et donc le nettoiement et la désinfection des centres. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons tranquillement donc, dérouler nos examens. Tout temps, et ce protocole-là sera respecté jusqu'à la fin de l'examen? Mais absolument. Et pour tous les examens. Pour tous les examens. Et donc, je rappelle même que le protocole était de vigueur même pendant l'année scolaire. Dieu merci, jusqu'à présent, nos élèves sont à l'abri donc du corona, qui, donc, heureusement, n'est pas entré dans l'école. C'est ça qu'on peut dire. Vraiment, il y a quelques enseignants qui ont été... Bien évidemment, on va revenir un peu sur la situation de ces enseignants. Je sais que beaucoup d'enseignants ont été mobilisés, soit c'est pour la surveillance, soit pour la correction, ou ainsi de suite. Alors, sur cet aspect-là, est-ce que vous avez pensé à protéger les enseignants, surtout que les syndicalistes pensent que voilà, ils sont abandonnés comme ça, sans protection? Mais non, je pense que d'abord, il faut se protéger. Aujourd'hui, se protéger de la maladie est d'abord une responsabilité individuelle. Les enseignants sont suffisamment conscients que cette maladie-là est suffisamment dangereuse pour surtout ceux qui traînent avec des maladies chroniques. C'est pourquoi les mêmes mesures qui sont appliquées aux élèves sont appliquées aux enseignants. Donc le port de masque, le lavage systématique des mains, les dispositifs sont mis dans les écoles et renforcés pour les examens. Je pense que c'est des choses qu'on peut vérifier facilement. Donc le ministère de l'Éducation nationale protège et les enseignants et les élèves et le personnel administratif d'encadrement. En tout cas, Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS, qui était sur ce même plateau hier, a dénoncé un peu une négligence des autorités vis-à-vis des enseignants. Non, il n'y a pas. La preuve, certains enseignants ont contracté le virus, il y a eu des morts. Combien? Certainement, vous allez nous le dire. Il y a eu des morts des enseignants qui sont décédés de la Covid. Mais oui, vous savez, il ne faut pas dire des enseignants. Les enseignants sont des Sénégalais qui appartiennent donc au Sénégal. Donc on ne peut pas les sortir de l'ensemble de nos concitoyens pour dire que c'est les enseignants. Donc la mort n'épargne personne. Il y a ceux qui ont pu payer le prix fort, c'est le personnel de santé qui vit directement avec les malades. Je pense que personne n'a souhaité une mort
d'enseignants. Personne ne le souhaite. Mais il faut dire que souvent, les enseignants ont contracté la maladie chez eux. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas bénéficier d'un soutien, d'une assistance du ministère dans le traitement. Ça, personne ne peut le dire. À chaque fois qu'un cas suspect d'enseignant ou d'élève nous a été signalé, immédiatement, en relation avec le gouverneur, avec les préfets, les sous-préfets, les inspecteurs d'académie et les IF, et les médecins-chefs de district, les dispositions ont été prises donc, pour les prendre correctement en charge. Et le ministère est... Et ça, je parle sous le contrôle du ministère de la Santé. Puisque quand il y a quoi de Covid quelque part, l'État est obligé de se mobiliser pour empêcher la chaîne de transmission. Et ça, c'est valable pour l'enseignant, c'est valable pour tout Sénégalais qui a la Covid. Écoutez, si vous savez, nous avons 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants. Si des mesures drastiques n'avaient pas été prises, mais le corona aurait entraîné, serait entré dans l'école et aurait fait des dégâts. Donc il ne faut pas nous dire que les enseignants meurent par mouche, ça n'existe pas. Il y a des enseignants, comme d'autres Sénégalais, qui sont décédés parce qu'ayant contracté la Covid. Au ministère, vous avez le nombre d'enseignants décédés? Non, nous ne l'avons pas. Et si même nous l'avions, bon, on ne le dirait pas. Parce que, est-ce que vous entendez les personnels de santé dire qu'il y a des morts de Covid? Mais non. Vraiment, je pense que c'est des questions qu'on doit gérer. On ne doit pas donc installer la psychose, la panique à l'école. Évidemment, quand il y a une pandémie, il faut s'attendre. La psychose s'est emparée des enseignants et des élèves. Mais non, il n'y a pas de psychose. Non, je vous dis, il n'y a pas de psychose qui tienne. Même les Sénégalais, malgré la présence du virus, vous voyez, certains n'y croient même pas. Jusqu'à présent, il y a des Sénégalais qui ne croient même pas qu'il y a le corona, qui ne portent pas de masque et qui refusent de se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on y peut? Mais en tout cas, le ministère a pris toutes les dispositions pour protéger notre école. Docteur, on revient un peu sur l'examen de baccalauréat. Pour la correction, est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme? C'est-à-dire, et Abdoulaye Ndoye l'a dit hier, c'est-à-dire permettre aux correcteurs d'emporter les copies, une correction à domicile, pour ne pas qu'ils s'entassent dans une salle pour corriger. Non, il ne peut pas s'entasser dans une salle. C'est plusieurs correcteurs. Mais non, il y a suffisamment d'espace. Les salles sont quelquefois... Oui, mais non, il n'y a pas de salle exiguë. Je pense que dans les centres, il y a suffisamment d'espace pour respecter les mesures barrières et surtout la distanciation physique. C'est ça qui est important. On peut être à la maison et ne pas respecter de distanciation physique. Parce qu'on est avec les enfants, etc. Je pense que pour rendre crédible le baccalauréat, il vaut mieux que tout le monde reste dans le centre. Et même pour la protection des enseignants. Vous n'avez pas confiance aux enseignants? Non, même pour leur sécurité, il vaut mieux être dans le centre. Parce que si on ne sait jamais... Pour leur sécurité, la sécurité des copies aussi. La sécurité des copies, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec ce qui se passe dans ce pays. Les gens sont capables de les trouver là-bas et de s'emparer des copies. Je n'ai même pas sûr. Je pense que dans le centre, il y a ou la police ou la gendarmerie, il y a suffisamment de sécurité pour faire le travail. D'accord. Alors, chaque année, ou alors de façon générale, ce qu'on entend après chaque examen, on entend les enseignants réclamer des indemnités de correction, de déplacement et tout. Pour cette année, est-ce que vous pouvez garantir les enseignants comme quoi qu'il n'y aura pas de problèmes de ce genre? Oui, pour le CFE, le BFM, il n'y a pas de problème. Parce que l'accord, c'est de payer les indemnités au plus tard le 30 novembre. Mais le problème, nous l'avons toujours avec le baccalauréat. Puisque quand ils partent, il n'y a pas de problème, puisqu'ils ont reçu leur avance, mais c'est le reliquat qui pose problème. Le chef de l'État, en conseil des ministres, a donné des instructions fermes au ministre de l'Enseignement supérieur, et ces instructions qui devront être... Mais parfois, on entend le président donner des instructions, mais ces instructions, malheureusement, ne sont pas respectées. C'est ça que j'ai dit. Il faut quand même que le ministère de l'Enseignement supérieur, en relation avec le ministère des Finances, cette année-ci, nous aide à régler ce problème définitivement. Puisque dans tous les cas, c'est des indemnités qui finissent par être payées. Il faut les payer tôt pour préserver l'école de l'endemain. Cette année, on a eu une année calme. Mais absolument. Là, nous sommes d'accord. Il faut qu'on fasse des efforts sur
les indemnités liées au bac. Je pense que ça, c'est pour la stabilité du système. Et quand les enseignants parfois en parlent, ils ont raison. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que dans d'autres secteurs, bon, les gens ils partent avec leur déplacement. Pourquoi pas c'est les enseignants? Ça, nous sommes tout à fait en phase. Et le gouvernement, nous espérons, en tout cas au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que tout sera mis en œuvre pour que, avant le 30 novembre, que les indemnités soient payées. Ok, d'accord, les enseignants ont bien noté. C'est une transition pour revenir un peu sur les revendications syndicales. D'abord, ils dénoncent un faible niveau d'exécution des accords. Il y a toujours la question des lenteurs administratives qui est là. La question de la dématérialisation, où est-ce que vous en êtes? Oui, il y a effectivement un début de dématérialisation du traitement des dossiers. Ça, personne, mais c'est encore à l'état de balbutiement, nous le reconnaissons. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire que quand même, pour le traitement des dossiers en ce qui concerne les lenteurs administratives, des avancées notables ont été constatées. C'est vrai que jusqu'à présent, le rythme désiré n'est pas atteint, mais quand même, chaque mois, des centaines et des centaines d'enseignants. Oui, parce que ces lenteurs bloquent souvent la carrière des enseignants, ils ne peuvent pas avancer. Mais par contre, oui, nous sommes d'accord. Des centaines et des centaines d'enseignants sont mis en solde, sont reclassés, sont nominés quelque part ou sont intégrés. Ça, personne ne peut le contester. Pour ce qui concerne les rappels, chaque mois, des centaines et des centaines d'enseignants reçoivent leur rappel. Le rythme n'est pas encore là, mais c'est comme ça. Parce que également, l'État gère d'autres secteurs. L'État ne pourrait pas s'aventurer à prendre tout l'argent du pays pour régler des questions d'éducation. Ça aussi, il faut le comprendre. Le budget n'est pas élastique. Ensuite, il y a entre budget exécuté et budget voté, il y a toujours une différence due à la question de la récupération des ressources. Ça aussi, il faut le noter. Maintenant, il y a d'autres questions, telles que les questions de formation. Donc, partout, au niveau des CRFP, au niveau de l'SNTP, au niveau de la FASTEF, et même à l'extérieur. Donc, en France, au Japon, en Chine, des enseignants sont envoyés là-bas pour faire des formations. Donc, partout, les questions de formation sont en train d'être traitées. Ça, personne ne peut le nier. Là où, toujours je le dis, nous avons maintenant une difficulté majeure, c'est le système de rémunération. Ça, tout le monde reconnaît qu'il y a dysfonctionnement. C'est le nœud du problème. Oui, et le chef de l'État même. Parce que les enseignants pensent qu'ils sont lésés. Voilà. Oui, ils sont fondés à le dire quand même. Le président de la République a constaté, a même relevé ces dysfonctionnements dans la déstructuration du traitement des agents de l'État. Puisqu'on ne comprend pas que des agents qui sont de même grade soient différemment traités. Et parfois avec des écarts. C'est une injustice. Oui, avec des écarts qui ne se justifient pas. Bon, mais le problème, c'est-à-dire que c'est des décisions qui sont amoncelées. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut baisser les salaires? Je ne crois pas que ça soit possible. Est-ce qu'il faut augmenter tous les salaires? Je ne crois pas également que ça soit possible. En attendant, nous continuons de discuter. Mettre tous les agents sur la même ligne de rémunération. Non, c'est ça que je dis. Ou bien vous nivelez par le haut, ou bien vous nivelez par le bas. Si vous nivelez par le bas, les gens disent non, c'est des droits acquis. Ils vont refuser de descendre. Maintenant, si vous montez tout le monde, vous ne pourrez pas payer le mois prochain. Que la question ne sera pas facile à Non, c'est une question qui est extrêmement difficile, que le chef de l'État a trouvé ici, que notre gouvernement, que notre régime a trouvé ici. Donc, ce qu'il faut, pour le moment, le chef de l'État a fait des efforts, puisque l'indemnité de logement est passée de 60 000 à 100 000 francs. Si vous multipliez... Pour les enseignants? Oui. De 60 000 à 100 000 francs. Oui, le président Diouf avait ajouté 15 000 francs, Abdoulaye Wade, le président Wade, 20 000 francs, le président Macky Sall, 40 000 francs. Des efforts ont été faits. Et souvent, les enseignants sont victimes de leur nombre. Puisque quand vous augmentez 100 francs sur le salaire, évidemment, ça grimpe, puisque c'est 97 000 enseignants. Donc, c'est énormément de ressources qu'il faut consentir. Mais qu'à cela ne tienne, donc le chef de l'État a fait un grand pas en augmentant. Continuons de discuter.
C'est un pays qui un jour va donc exploiter et vendre du pétrole. Tout le monde sait que à ce moment-là, le président de la République pourrait procéder à des réglages pour permettre un équilibre dans le traitement des agents. Je ne dis pas maintenant qu'il faut attendre donc l'exploitation du pétrole, mais en attendant, on discute avec le gouvernement. Patienter, attendre les retombées du pétrole. Peut-être que d'ici là, non, même peut-être d'ici là, des efforts sont encore consentis par le gouvernement. Mais pour le moment aussi, nous avons, je l'ai dit, un budget qui n'est pas élastique. Si nous devons augmenter des choses, il faudrait en discuter avec le ministère des Finances, du budget, pour voir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. D'accord. Autre doléance, c'est le reversement des maîtres d'éducation physique dans le corps des professeurs et des collèges d'enseignement moyen en EPS. C'est une question qui bloque toujours. Oui, mais je dois dire, sur cette question-là, on a évolué. Maintenant, il y a un décret qui est en cours et que peut-être bientôt les choses vont s'arranger. Voilà. Mais c'est des questions qui sont vraiment difficiles parce que le maître d'éducation physique, c'est entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, etc. Donc parfois c'est des difficultés liées aux lenteurs de l'administration, mais nous finirons par trouver une solution. Une dernière question, directeur, en quelques secondes, elle est relative un peu aux abris provisoires. Depuis longtemps, voilà, l'État est en train de construire des écoles, mais il faut dire que les abris provisoires demeurent. Et ça, c'est un problème, vous qui voulez avoir une éducation de qualité. Non, d'abord, il fallait couper la cause pour laquelle nous avons des abris provisoires. C'est les créations, tous azimuts, donc de collèges, de lycées. Maintenant, si vous voulez donc une nouvelle création d'école... Vous voulez dire qu'il y a des écoles qui ont été créées sans que l'État ne soit au courant? Non, l'État a été au courant. Parce que nous, ce n'est pas de notre temps, ce n'est pas du temps du président Macky Sall. Dans les années 2000, évidemment, on a utilisé des écoles partout au Sénégal. Et ces écoles-là n'avaient pas de classe physique. Il fallait rapprocher l'école aux apprenants aussi. Mais non, parfois aussi ça ne se justifie pas. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a des écoles qui ont été fermées parce que simplement faute d'élèves. Donc il y a eu donc une mauvaise planification dans la carte scolaire. Maintenant, pour une nouvelle création, il faut nécessairement justifier de l'existence de classe physique. Sinon, on ne vous autorise pas. Ça, c'est donc le mal est coupé à la racine. Nous en avons trouvé 8000 et quelques. Aujourd'hui, il reste peut-être moins de 5000. Abris provisoires. Oui. Nous avons, parce que les abris provisoires, c'est des salles de classe à construire, c'est des murs de clôture, c'est des blocs d'hygiène, c'est des blocs donc administratifs. C'est ça les abris provisoires. Parfois, il y a des écoles totalement sous abri, parfois partiellement sous abri, ou bien parfois il y a 2 classes d'abri. Il y a le PROSAP, c'est un programme que le chef de l'État a mis en place et a demandé même au ministre Moutala d'accélérer ce programme-là pour que d'ici 2024, on ne puisse parler d'abri provisoire. Il y a 3 lots, les entreprises ont gagné, c'est des marchés clés en main, donc les classes sont en train d'être construites, donc 6 000 c'est beaucoup, nous en sommes à moins de 5 000, Inch'Allah d'ici 2024, Dieu peut faire qu'on en termine avec les abris provisoires. D'accord, merci beaucoup, directeur. Mais Barthélémy, c'est bon. Merci, Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. C'était la seconde partie donc d'Infosoir. Merci de votre fidélité. Infosoir qui revient demain vendredi.